Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième webinaire du collectif Magic Boost, sur la thématique du jour qui est la recomposition du marché, du fitness post-Covid. Donc évoquer ensemble et creuser sur, toutes les nouvelles pratiques, tendances et segmentations des acteurs qui recomposent un petit peu le marché du fitness, de nos jours. Aujourd'hui du coup, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Claude avec nous, directeur commercial de Larrock. Merci Claude Bonjour. pour, ta participation. Bonjour à vous. Hem, donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet pour réintroduire Magic Boost, on a un collectif, d'acteurs, donc du fitness composé de moi-même, Mathias, responsable de Fitness Boost, Tim qui est, le business development manager chez Magic Line Bonjour à tous. et du coup aujourd'hui notre intervenant, spécial c'est Claude, qui est du coup directeur commercial de Larrock et en fait tout l'enjeu du collectif Magic Boost, bah, c'est justement de se réunir en tant qu'acteurs, experts, du fitness pour échanger sur des thématiques précises, concrètes, pour vous aider, au quotidien à vous poser les questions et imaginer des solutions concrètes, pour, voilà, développer votre activité et trouver, la formule, qui vous convient le mieux, dans votre développement. Donc sans transition, je vais passer la main à Claude qui va nous présenter brièvement Larrock, même si voilà, on est sur un acteur référence, du marché. Alors, merci. Oui, effectivement, Larrock, 1er fabricant français de matériel, de fitness, mais je dirais, plus généralement de matériel lié à la performance sportive parce que c'est d'abord notre ADN. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître, même si depuis une dizaine d'années, on a attaqué effectivement le secteur du fitness sur des gammes de matériel, on va dire, plus, traditionnelles. Alors, on est basé dans le sud de la France, l'usine, hein, près de 7 000 m², à côté pas très loin d'Aix-en-Provence, sur la commune de Larroque-d'Enterron. Donc effectivement, on s'est pas foulé pour le nom, mais ça nous semblait tellement évident. Il nous fallait un nom relativement court, mais qui rende compte à la fois de notre qualité de fabricant français et puis qui soit un petit peu péchu. Donc Larroque, ça nous semblait quand même adapté. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est aujourd'hui vraiment spécialisé dans les matériels liés à la haute performance. J'en veux pour preuve les clients avec qui on travaille, hein. Les premiers, c'est effectivement des gens comme l'INSEP, où dernièrement, nous avons équipé une salle complète liée à la préparation physique. On vient d'équiper la totalité du nouveau CREPS des Pays de Loire, situé à Nantes. Et puis, bien entendu, avec les opportunités qui se présentent de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques 2024, on a beaucoup, beaucoup de travail en ce moment et on est en contact avec pas mal d'acteurs dans ce domaine. Voilà, Super, merci beaucoup. Effectivement, là, avec les jeux et la coupe du monde de rugby, le sport en France va être, mis à l'honneur et c'est c'est ouais, clair. non, on voit que l'importance de s'entourer de partenaires comme Larrock, experts, haute performance, mais aussi, présence française, et qui porte le fleuron du fitness français. Juste du coup, pour introduire notre sujet de ce jour, on évoque du coup ensemble, l'idée que, aujourd'hui on parle d'une nouvelle segmentation des acteurs. Donc c'est pas des mots juste pour, faire mousser, la thématique, c'est le retour, et pourquoi, c'était important de t'avoir avec nous Claude, le retour de clients, de Larrock et juste au contact du marché du fitness et ce que vous avez la possibilité de ressentir, via toutes les évolutions, évidemment, via la crise sanitaire. En introduction de ce slide, je précise juste que là-dessus, on s'est appuyé, sur un rapport très complet réalisé par France Active, qu'on a généreusement, qui nous ont généreusement, donné accès et sur lequel on a pu s'appuyer. Donc, si vous avez besoin d'un peu aller un petit peu plus en détail de ce rapport, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux, pour l'obtenir. Et du coup, Claude, je te laisse la main là-dessus pour nous expliquer justement qu'est-ce que la crise, notamment sanitaire, a pu, apporter sur la nouvelle segmentation, des acteurs. Alors, bon, on va dire qu'il y a 2 aspects. Il y a effectivement cette rupture qui a été provoquée par la crise sanitaire. Ai-je besoin de la décrire parce que le quotidien des clubs avec qui on travaille a été assez dramatique pendant cette année et demie de fermeture. Donc là, je dirais qu'elle est venue précipiter des changements dans notre secteur d'activité, bien que des tendances se dessinaient déjà un peu avant. On va dire que
depuis les années 80, on avait en France une offre un peu généraliste de clubs qui variaient de taille de 600 à 1500 mètres carrés. Bon, bien sûr, il y en avait des plus gros, et on avait une offre un peu généraliste avec du cardio, de la muscu, des cours co, etc. Ce qu'on a vu apparaître avec la crise du Covid, c'est aussi des nouvelles formes de pratiques proposées aux adhérents, puisque effectivement, une des solutions, ça a été la digitalisation. Toute cette offre, soit de cours co, soit de personal training, small group training, etc., où effectivement, ça induit des nouvelles pratiques. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est quid de ces nouvelles pratiques? Est-ce qu'elles vont perdurer? Est-ce qu'elles vont s'installer? Je dirais qu'il est encore un peu tôt pour comment dire, conclure, mais en tout cas, on voit quand même qu'un certain nombre de clients, en tout cas, moi, j'ai des clubs qui me disent que, effectivement, un certain nombre de clients ont souscrit les abonnements à ces applications supplémentaires, etc. Souvent des prix modiques par rapport à l'abonnement lui-même. Et il y a une forme de double pratique, à la fois en club, mais aussi à domicile, avec ces formules et ces applications. Voilà. On va dire que ça, c'est les pratiques. Oui. Je dirais qu'il y avait aussi une autre tendance où effectivement, ces clubs un peu généralistes ont commencé à laisser la place, alors peut-être suite au succès de tout ce qui est CrossFit, street workout, de toutes ces pratiques fonctionnelles, où on voit aujourd'hui des gens qui se font des pratiques carrément autogérées, hein. C'est-à-dire qu'ils utilisent des équipements mis en place par les collectivités pour s'organiser, pour s'entraîner, etc. Et puis dans les clubs, c'est l'émergence d'un certain nombre de structures. Alors je pense à 2 opérateurs en particulier qui vont bien dans cette tendance-là. C'est des gens comme On Air, c'est des gens comme Fitness Park, où effectivement cette dimension un peu plus muscu est marquée à mon sens. Voilà. D'accord. À côté de ça, on a une tendance un peu opposée qui prend de plus en plus de place aussi. C'est tout ce qui renvoie aux techniques liées au bien-être, au yoga, comment dire, à des techniques sophro, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une offre qu'on voit se développer de plus en plus. Et je dirais que en rupture aussi avec les clubs un peu traditionnels de l'époque, on voit de plus en plus en France, enfin en tout cas nous on est en équipe, des structures beaucoup plus petites, ce que les Américains appellent les micro-gyms, avec des thématiques très, très pointues. Alors ça peut être l'électrostimulation, ça peut être le yoga, ça peut être le biking, enfin vraiment des gens qui se spécialisent dans des activités très, très, très précises, avec des structures beaucoup plus légères et normalement plus rentables. Voilà. J'ai une question par rapport à ça, Claude. Peut-être que c'est stéréotypé, mais dans cette nouvelle segmentation, j'ai l'impression que le mot fitness qu'on associe justement à ce traditionnel que tu évoques, c'est le perdant dans un marché qui est pourtant toujours porteur. Mais c'est, la le sport à l'ancienne, enfin, si je puis dire, si je peux formuler ainsi. Oui, alors je crois qu'on suit tout simplement ce que tous les autres secteurs professionnels ont fait dans l'histoire. Nous, on est très jeunes, hein. L'arrivée du fitness en France, on le situe à la fin des années 80. Si je prends des métiers, j'aime bien me rapporter souvent, par exemple, à l'hôtellerie. Mmh. L'hôtellerie, c'est une activité professionnelle ancrée dans l'histoire. Il lui a fallu des années, des dizaines, des centaines d'années pour se structurer. Aujourd'hui, elle est très visible pour les clients parce que il y a des systèmes de repères. Quand vous allez dans un hôtel 2 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, vous savez où vous allez, vous savez ce que ça coûte à peu près, etc. Donc, nous, notre secteur, on est au début. On est au début de cette structuration du métier. Donc l'activité se segmente et on voit apparaître différents niveaux d'opérateurs qui ont des offres de pratiques différenciées. Et c'est vrai que je trouve que cette tendance se précise de plus en plus aujourd'hui. Mmh. C'est un super exemple que tu évoques là, ici, sur l'hôtellerie dans la mesure où, aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent dans des clients qui se portent très bien par rapport à cette transition qui est pourtant, difficile et inversement ceux pour qui c'est plus difficile, souvent, c'est un sujet, comme tu l'as justement dit pour l'hôtellerie, de ne pas vraiment se situer dans cette offre. Mmh. C'est, de vouloir être un peu, le premium, mais en même temps low cost sur des aspects, avoir, une identité qui se perd et du coup, le client s'y perd aussi et va toujours privilégier des acteurs. Tu as cité notamment, Fitness Park. Une de leurs réussites, c'est, leur positionnement, comme tu l'as justement introduit, qui est très clair et leur, communauté, elle semble bien définie, enfin leur persona de clientèle. Du coup, c'est vrai que c'est un très bon exemple de l'hôtellerie puisque chacun assume
son positionnement, qu'on soit absolument, 2 ou 3 étoiles ou 4 étoiles, un 2 étoiles ne se prend pas pour un palace, quoi, et inversement. c'est clair et c'est très lisible pour les clients, en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Parfait et d'un point de vue, donc de la situation, plus, là sur le rapport, qu'on avait pu lire de France Active sur, la situation plus économique, est-ce que toi tu as un retour à faire là sur les données qu'on pouvait lire sur, Alors, la situation économique des clubs en général? bah, l'expérience qu'on a au quotidien, enfin, avec mon équipe commerciale, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, bon, il semble qu'on sorte de la crise, mais je dirais qu'effectivement, les conséquences économiques sont pas encore, toutes là. Le syndicat pro estimait qu'à peu près 30-32 des structures iraient peut-être à la défaillance. Donc, là, bah, on est dans la période post-bilan. Je pense qu'on va être fixé assez rapidement sur ces aspects-là. Après, c'est vrai que le quotidien des clubs, aujourd'hui, dans le secteur fitness, privé marchand, le niveau d'investissement n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait avant la crise Covid, ça c'est clair. Il y a beaucoup de nos clients, par exemple, qui attendent, aujourd'hui cette rentrée de septembre Mmh. parce que pour eux, c'est effectivement le moment de vérité de dire: «Bon, ben, voilà, après tous ces affres et cetera, est-ce que je vais retrouver mon niveau de clientèle?» Alors certains le retrouvent déjà, hein, Oui. je veux pas être pessimiste, mais pour la plupart, ceux qui sont dans des secteurs assez concurrentiels, est-ce que je vais retrouver mon niveau de clientèle? Est-ce que ma fréquentation va être à la hauteur et cetera? Et donc, quelque part, est-ce que je vais pouvoir investir et continuer à améliorer mon offre, quoi? Mmh. C'est le questionnement aujourd'hui, quoi, voilà. Tout à fait. Sachant pour, je ne sais pas si tu partages, ce retour d'expérience. Nous, on avait identifié avec nos partenaires et clients que 2020, justement cette offre rentrée octobre avait été un gros regain avant une nouvelle coupure. Mais par contre, septembre 2021 avait été un mois un peu unique dans le milieu fitness puisque ça avait pas du tout été, le mois de rentrée comme janvier Mmh. 2022. Enfin, ça avait été des moments très timorés par rapport, à ces mois qui, depuis des années et presque décennies, on avait l'habitude que les 2 périodes phares, c'était, la rentrée septembre et la rentrée janvier. Bah, Heu, pour l'anecdote, quand j'ai commencé dans le métier, on m'expliquait qu'effectivement, les clubs de fitness, entre septembre et on va dire fin novembre, début décembre, faisaient 45 de leur chiffre d'affaires, quoi. mmh mh. Donc, s'il y a bien une période clé dans la saison, c'est celle-là. Ouais, D'où ma réflexion de tout à l'heure. On attend avec hâte septembre-octobre pour voir déjà la tendance qui va se dessiner pour notre secteur professionnel. oui, tout à fait. Parfait. Hem, pour embrayer du coup sur, la partie du coup qui va dépasser le contexte, sanitaire, est-ce que, tu peux, nous présenter un petit peu pour toi, ce que tu qualifierais maintenant de ce qu'est la réalité de ce marché du fitness qui pour, couper court à cette image traditionnaliste qu'on avait, de ce qu'était l'offre, du fitness en France? Bah, dans la continuité de ce qu'on disait précédemment, c'est vrai que si, enfin, il y a vraiment une segmentation du marché. Donc, ben, les opérateurs suivent la tendance. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'on repère quatre grandes tendances. Bien entendu, il y a l'offre low cost qu'on connaît tous. Il y en a une qu'on connaît un peu moins bien parce que la France n'est pas le pays qui le permet le plus. C'est l'offre hyper low cost. On a même été obligé de créer un terme pour ça. Mais c'est vrai que dans certains pays, comme en Allemagne, il y a des opérateurs qui ont des offres très, très agressives en termes de prix. Je pense par exemple à nos amis allemands de McFit, qui ont un positionnement qu'on qualifie d'hyper low cost comparativement aux opérateurs français, quoi, voilà. Donc il y a cette offre-là. Il y a bien sûr toujours cette offre traditionnelle généraliste qui perdure. Il y a, j'en parlais tout à l'heure, une offre un peu plus spécialisée avec les offres des micro-gyms. Mmh. Euh, la petite structure de cycling, la petite structure de yoga, etc. Et puis, bah, bien sûr, il y a une offre premium, mais qui est plutôt rare parce que elle nécessite un potentiel particulier. Donc, on va dire que c'est pas faisable partout en France, généralement plutôt dans les grandes villes. Oui. Voilà, donc c'est assez particulier, quoi. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, l'offre se retrouve dans ces quatre grandes catégories, quoi. Et pour toi, est-ce en se positionnant sur pas côté, professionnel, mais plutôt client. Justement, comment, heu, ce nouveau marché, cette pluralité d'acteurs
peux arriver à donner cette lisibilité que tu évoquais, dans l'exemple de l'hôtellerie? Comment on arrive à être très clair dans le positionnement pour que, une personne qui s'intéresse au fitness et qui franchit le pas puisse se retrouver dans toute cette pluralité? Tout à l'heure, tu as lâché un mot très, très important, tu as parlé de communauté. Donc on va dire que les gens qui réussissent, c'est des gens qui savent donner une image claire de leurs produits. Reprenons toujours les exemples de nos amis de Fitness Park ou de Honor. C'est clair qu'aujourd'hui, moi je suis client, j'ai au travers de leur communication, de l'image qu'ils développent, je sais globalement à quel type de service je vais être confronté. Et après, effectivement, quand on est dans, entre guillemets, dans l'air du temps, on va coopter plus facilement de la clientèle par rapport à ces valeurs proposées par ces acteurs-là, quoi, en fait. D'accord. Et du coup, si je pousse, cette réflexion-là, hem, avant, on va dire ton sport, la salle de sport traditionnelle qui existe toujours, hein, quand je parle d'avant, c'est pas pour, montrer une rupture, mais il y avait l'impression, en tout cas, un ressenti personnel, que cette communauté, elle était presque un reflet de la société. Il y avait, le retraité comme l'étudiant, enfin tout se Ouais. mélangeait. Est-ce que du coup, dans ces spécialisations, ça invite chaque acteur à se pourrait poser vraiment la réflexion de quel est vraiment son cœur de cible et sa communauté, phare à développer? Je pense que c'est une nécessité pour chacun des acteurs de bien définir effectivement sa stratégie, son positionnement, au risque sinon de pas être clair et de pas être reconnu par le client, quoi, en fait. Donc, Mmh. alors après, c'est un avis purement personnel, hein, c'est Ouais, pas il n'y a pas de recette dans le domaine. De toute façon, à chaque fois, je pense que c'est vraiment une adaptation au contexte. C'est clair que si vous avez un club en secteur rural ou semi-rural, les problématiques sont pas les mêmes. Quand vous êtes dans une grande ville avec une forte concurrence, la nécessité de se différencier est beaucoup plus importante. Donc voilà, il faut après modérer le propos en fonction effectivement des réalités de chaque bassin de chalandise, de chaque comment dire, environnement pour les clubs, quoi, en fait. bien sûr. Ouais, tout à fait. Et en Et ça, peut-être que du coup, excuse-moi Mathias de te couper, mais la digitalisation, qui a eu lieu aussi suite avec le Covid, a aussi grandement joué en ce sens-là et apporte finalement un service, supplémentaire, aux futurs clients potentiels des salles de sport dans l'absolu. Puisque finalement, avec tout cet aspect de communication et de visibilité, la première vitrine d'un studio, qu'on parle soit d'un hyper low cost, du micro gym, voire même d'une offre premium, ça va être plutôt déjà dans un premier temps une visibilité sur des canaux type internet, Voilà, réseaux sociaux, etc. Et finalement, encore plus avec cette période de Covid, on a habitué finalement les gens à aller chercher l'information sur internet puisque tout était fermé par le passé, et cetera. Et finalement, plus de services, ça commence aussi là, en facilitant l'accès peut-être finalement ou le fait de franchir la porte vers un studio, quelle que soit sa taille, pour participer. j'aurais pas mieux dit, j'ai rien à ajouter. Effectivement, aujourd'hui, l'importance des réseaux sociaux, de l'image qu'elle véhicule, effectivement, c'est crucial. Euh, c'est un des premiers points d'entrée pour les futurs clients, c'est clair, c'est clair, c'est clair. et dernière, question de ma part, Claude, est-ce que Larok, du coup, dans son développement commercial, heu, effectue aussi ce positionnement en anticipant justement le fait que, la segmentation et entre les nouvelles, micro-gyms, les premiums et cetera, effectue cette segmentation dans son offre? Je pense que comme les acteurs du secteur professionnel du fitness doivent se rendre lisibles, je pense que pour nous aussi, fournisseurs, fabricants, il faut qu'on soit lisible. Donc effectivement, en plus, il y a des aspects taille. C'est sûr que nous, aujourd'hui, on est confrontés à des concurrents qui sont des monstres, qui ont des dimensions planétaires. Quand nous, comment dire, on est le village d'irréductibles gaulois qui continue à fabriquer en France. Mais effectivement, on est obligé, nous aussi, de nous adapter et quelque part, se spécialiser, se donner une image dans des domaines particuliers. Vous connaissez l'adage, hein, qui trop embrasse mal étreint. Donc, on va dire qu'effectivement, nous aussi, on se doit de se donner d'identité et de se spécialiser et voilà, d'offrir, en tout cas à nos clients, des choses
qu'ils trouvent pas forcément facilement ailleurs, quoi, voilà. C'est sûr que nous, quand un préparateur physique d'une fédération veut un matériel particulier par rapport aux exigences de la discipline dans laquelle il intervient, aujourd'hui, il trouve très peu d'acteurs sur le marché qui Mmh. vont être capables de développer avec lui des outils euh, de préparation physique spécifique, quoi, c'est clair. Voilà. Après, tout ce savoir-faire, nous, bien sûr, on le réintroduit dans l'offre un peu plus générale qu'on propose sur la préparation physique. Mais en Oui, tout cas, on a des développements avec la demande du client. Voilà. d'accord. Oui, donc en interprétant, ça signifie que là, un auditeur, qui nous écouterait et qui se poserait la question de son positionnement, un échange, avec toi, Claude, ça Avec plaisir. permettrait notamment aussi de répondre à ces questions, au-delà de l'équipement. Certes, l'équipement fait partie de ce segment, mais aussi sur la réflexion de communauté et de développement. Bah, sur son positionnement, sur Ouais, l'image qu'il veut véhiculer, et cetera. C'est sûr que c'est, à notre sens, c'est hyper, hyper important dans la tendance de segmentation qu'on a décrite précédemment. Ça, c'est clair. parfait. Ouais, c'est très clair et cristallin pour moi. Merci beaucoup, Claude. Tim, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou à poser à Claude? Peut-être une dernière question, Claude, sur l'avenir de l'industrie, peut-être finalement, et en tant qu'équipementier. On avait entendu parler de problèmes dans la chaîne de livraison logistique, par exemple, en approvisionnement. Est-ce que, par exemple, avec la situation actuelle qui est un peu plus difficile à cause de la guerre, de la ressortie de la crise du Covid, et cetera, est-ce que là aussi, à l'avenir, on doit s'inquiéter un peu Alors, en termes d'approvisionnement, ou alors là aussi c'est pareil, ça va être un peu comme, bah, voilà, les acteurs de fitness, il va falloir faire preuve de résilience et attendre un peu, voir comment ça se développe au cours de la rentrée notamment? alors, c'est sûr que les choses évoluent, mais pour aller dans votre sens, c'est sûr que nous, en tant que fabricants, hein, puisque nous, on conçoit, on développe et on commercialise les produits, on est confronté à des problèmes d'approvisionnement. Alors non pas nous, on fait pas venir des machines, hein, on fait venir de l'acier, on fait venir Voilà. des mousses, du sky, etc. Et donc, comme toute l'industrie en général, aujourd'hui, on est soumis d'une part à des délais qui se sont allongés. Je dirais que ça encore, ça peut se gérer, mais vraiment le problème majeur, et je pense que ça va être une caractéristique du marché là qui va se mettre en place assez rapidement, c'est l'augmentation des prix. Mmh. C'est clair que quand l'acier a pris plus de 100%, que la plupart des matériaux qui constituent une machine ont pris plus de 60% en général, bah, à un moment donné, nous, fabricants, on sait qu'on ne peut pas répercuter de manière immédiate les choses parce que sinon, on s'interdit de pénétrer le marché. Mais en tout cas, petit à petit, on est obligé de faire passer ces augmentations vers le client final. D'où aussi, ben, on disait des investissements freinés. Ils étaient freinés par rapport au manque de lisibilité sur l'évolution du marché, mais ils vont aussi être freinés par une augmentation des prix, je pense, parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui la tendance, c'est l'inflation. C'est l'inflation des matières premières, c'est l'inflation d'un certain nombre de choses, des transports. Je pense à nos éminents concurrents qui font venir du matériel d'Asie. C'est vrai que quand on regarde le prix du transport des containers aujourd'hui, bah, rapporté à chaque pièce, la part du transport devient de plus en plus conséquente. Et donc, c'est des points qu'il va falloir prendre en compte dans les mois, les années qui viennent. Je ne suis pas devin, je ne sais pas dire à quel moment on reviendra à la normale, mais en tout cas, je pense que dans les mois qui viennent, on risque d'avoir des augmentations de tarifs significatives pour l'ensemble des opérateurs, enfin des fournisseurs du secteur professionnel. Très bien. Super. Merci Merci beaucoup, Claude. Claude, pour ces informations et effectivement, on a tous hâte de voir comment va évoluer la situation à la rentrée. Hem On a tout de même l'espoir, le sentiment que là, les choses sont un petit peu derrière nous, à voir si septembre le confirmera. En tout cas, du coup, c'était un plaisir de t'accueillir à nouveau. Pour toutes les personnes qui souhaitent un petit peu prolonger la discussion, avec toi, et bah, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Claude, potentiellement, on mettra dans les informations, de partage, ton contact et sinon, bah, vous pouvez facilement trouver la Rock, via son site et sur les réseaux sociaux. De notre côté, n'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec nous, que ce soit, bah, des experts, fitness pour intervenir, apporter, votre savoir et des retours concrets sur, la manière dont un gérant de salle peut continuer à faire évoluer son activité ou, bah, si vous avez des questions directement pour, bah, des solutions, de gestion telles type Magic Line ou de développement, via Fitness Boost.
En tout cas, c'est un plaisir d'avoir organisé ce 6e webinaire. Encore Merci merci pour votre Claude. invitation. Potentiellement, on aura l'occasion de refaire un point, dans le cours de l'année ou l'année prochaine, justement pour, faire une réponse à cet état des lieux qu'on pose ici. Et en tout cas, merci à tous. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Merci bien. Bonne journée.